Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 13 qui s'étale du 25 au 31 mars. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sommaire. Nous allons évoquer les nouvelles de la semaine, nous enchaînerons ensuite avec les annonces en JA et nous terminerons par les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Alors, s'il y a bien une entreprise dans le monde qui est confrontée au défi complexe de sécuriser son vaste réseau qui comprend plus de 160 000 employés, des milliers d'appareils et des centaines d'applications, c'est bien Microsoft. Alors, pour assurer une sécurité réseau cohérente et efficace à travers toute l'organisation, Microsoft doit appliquer sa politique de sécurité de manière uniforme, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque partie de son réseau, mais aussi des différentes équipes qui le consomment. Traditionnellement, la gestion de la sécurité réseau chez Microsoft impliquait des méthodes manuelles et des configurations complexes, ce qui pouvait évidemment mener à des erreurs humaines et à des problèmes d'incohérence. Pour remédier à cela, l'entreprise utilisait trois modèles de gestion de groupes de sécurité, réseau, ce qu'on appelle les NSG. Le modèle centralisé, où une équipe centrale gère l'ensemble des règles, un modèle décentralisé, où chaque équipe gère ses propres règles, et enfin un modèle hybride, qui est un savant mélange des deux premiers avec certaines règles appliquées centralement et d'autres localement. Cependant, pour surmonter les inconvénients de ces modèles, Microsoft a adopté une nouvelle approche en utilisant Azure Virtual Network Manager. Ce système permet à l'équipe de gouvernance de créer des règles de sécurité qui peuvent être appliquées de manière cohérente à travers divers NSG, tout en permettant aux équipes individuelles de gérer leurs propres règles sans entraver leur flexibilité. Azure Virtual Network Manager fonctionne avec Azure Policy pour automatiser l'application des règles de sécurité à travers des groupes de réseau basés sur des conditions logiques, réduisant ainsi le besoin d'intervention manuelle et améliorant de facto la cohérence et l'efficacité de la politique de sécurité de l'entreprise. Ainsi, en utilisant cette approche, Microsoft peut maintenant bloquer efficacement les ports à haut risque et mettre en œuvre des principes de sécurité tels que la confiance Zero Trust, assurant ainsi que le réseau reste sécurisé tout en permettant une certaine autonomie aux différentes équipes pour répondre à leurs besoins spécifiques. Parlons un peu maintenant d'intelligence artificielle. Récemment, je suis tombé sur un rapport de 2024 de Microsoft sur les tendances et les évolutions de l'infrastructure dédiée à l'IA. Ce dernier met en avant l'importance de l'intelligence artificielle dans le monde actuel et comment Microsoft, en collaboration avec ses partenaires et ses clients, développe des solutions d'intelligence artificielle pour répondre aux besoins des entreprises. Cela n'aura échappé à personne que l'ère de l'IA est présentée comme une période de progrès technologique rapide, nécessitant des infrastructures spécialisées pour soutenir les diverses applications de l'IA, du cloud et de l'edge computing. D'ailleurs, en 2023, avec notamment l'émergence de ChatGPT, Microsoft a réalisé d'importants investissements dans l'infrastructure de l'IA, notamment en lançant de nouvelles VM Azure optimisées pour l'IA et en construisant l'un des supercalculateurs les plus puissants du monde. Ces innovations visent à faciliter le déploiement et l'exécution des applications d'IA pour les entreprises au sein de l'écosystème Microsoft. Le rapport souligne également le rôle croissant de l'IA dans l'avancement des organisations et des individus, avec une adoption prévue pour s'élargir au cours des prochaines années. Les entreprises se trouvent à différentes étapes de l'implémentation de l'IA, depuis l'exploration jusqu'à la mise en œuvre à grande échelle,
cette dernière étape étant essentielle pour évaluer l'efficacité de l'IA et adapter les technologies à leurs besoins spécifiques. Un défi majeur persiste tout de même, c'est la complexité de la mise en place et de la gestion d'une infrastructure d'IA adéquate qui nécessite des compétences spécialisées et une mise à jour continue face à l'évolution rapide de la technologie de l'IA. Le rapport insiste sur l'importance des partenariats stratégiques pour surmonter ces défis en s'appuyant sur l'expertise de fournisseurs de solutions et de consultants en IA pour accélérer l'innovation et l'intégration de l'IA dans les processus d'affaires. Ainsi, si je devais résumer, le rapport 2024 sur l'état de l'infrastructure de l'IA de Microsoft Azure met en lumière la progression rapide et l'importance de l'IA dans le paysage technologique actuel, tout en reconnaissant les défis liés à l'adoption et à la gestion de l'IA. Il souligne l'importance des infrastructures spécialisées et des partenariats stratégiques pour permettre aux entreprises de tirer pleinement parti des opportunités offertes par l'IA. Je mettrai en commentaire le lien pointant vers ce rapport. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Microsoft DevBox, qui est une solution qui s'appuie sur le VDI visant à transformer le travail des développeurs, notamment en leur mettant à disposition des VM quasi clés en main pour qu'ils puissent être opérationnels le plus rapidement possible. D'ailleurs, contrairement aux stations de travail physiques traditionnelles, qui peuvent être encombrées par des configurations complexes et des conflits, Microsoft DevBox permet une gestion centralisée tout en offrant aux développeurs la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différents projets. Ainsi, un an après son lancement, les avantages de cette solution sont clairement reconnus, tant chez Microsoft qu'auprès des clients innovants comme General Motors. Une étude de GigaOM, rien à voir avec l'Olympique de Marseille, donc une étude de GigaOM a comparé Microsoft DevBox à d'autres environnements de développement, révélant une amélioration significative de la productivité des développeurs, une expérience utilisateur comparable à celle d'un poste de travail local, même sur des connexions Internet faibles, ainsi que de meilleures performances avec des projets de grande envergure comme le code source de Chromium. Alors, il est évident que le fait que ce soit Microsoft qui ait commandé cette étude, on est un résultat en faveur de la solution, mais en tout cas, on en retient des choses intéressantes. Selon GigaOM, les avantages clés de Microsoft DevBox incluent la transformation de l'expérience de travail des développeurs grâce à un accès à la demande à des postes de travail, l'accélération des flux de travail grâce à des configurations personnalisables basées sur les projets, et le maintien d'une sécurité et une gouvernance centralisée sans compromettre l'efficacité administrative. Ces avantages se traduisent par des gains de temps considérables pour les développeurs, qui permet une concentration accrue sur le développement du code plutôt que sur la configuration ou la gestion de leur environnement de développement. GigaOM parsème d'ailleurs l'étude de quelques chiffres, alors n'hésitez pas à y jeter un œil, cela ne peut pas vous faire de mal. Le lien sera mis dans les commentaires. Terminons les nouvelles de la semaine avec un peu de sécurité. Et je suppose que cela ne vous étonnera pas si je vous dis que les cybermenaces qui exploitent les identités personnelles sont en hausse, avec une augmentation significative en 2023, y compris le phishing et les ransomware. Ces menaces deviennent plus sophistiquées, posant un risque accru de distraction et d'épuisement pour les employés. Dernièrement, je suis tombé sur un article expliquant comment l'équipe Microsoft Incident Response, dont on a déjà parlé dans des précédents podcasts, était intervenue pour accompagner l'un de ses clients après une attaque. Cet article décrivait comment une attaque de ransomware a débuté par un clic sur un lien malveillant dans un email par un collaborateur, menant à l'intervention de Microsoft Incident Response. L'équipe de Microsoft a aidé à coordonner les efforts entre les équipes de sécurité pour éliminer la menace et renforcer les défenses contre de futures attaques. Il mentionne d'ailleurs que 50% des problèmes de cybersécurité traités par Microsoft sont liés au ransomware, donc 1 sur 2, et 61% des violations incluent des problèmes d'identité.
Les attaques exploitent souvent la tendance humaine à cliquer sans réfléchir sur les liens et à ouvrir les pièces jointes par habitude. Un exemple cité est l'infection par Quackbot, un malware suite à un clic malveillant, entraînant l'intervention de Microsoft pour aider un client. Microsoft a utilisé ses outils de défense tels que Defender for Identity et Defender for Endpoint pour identifier et stopper l'attaque, puis a travaillé à renforcer les défenses du client. Bref, il faut garder en tête l'importance de la protection des identités, et Microsoft propose des stratégies comme la défense en profondeur, incluant l'authentification multifacteur et d'autres politiques de sécurité. Et pour cela, il est nécessaire qu'il y ait une collaboration étroite entre les équipes informatiques, de sécurité et les services comme Microsoft Incident Response pour combattre efficacement les cyberattaques et renforcer la résilience opérationnelle contre les futures menaces. Bon, c'était tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour les nouvelles de la semaine. Nous pouvons donc passer aux annonces en JA et la première concerne Azure Database for PostgreSQL qui propose un nouveau service de migration. L'idée étant de rationaliser le transfert de vos charges de travail PostgreSQL vers Azure, quelle que soit la quantité de données concernées. Il pourra vous accompagner dans la migration de vos données, qu'elles soient hébergées sur Amazon RDS, sur vos serveurs locaux et même depuis vos VM Azure. Vous pourrez ainsi bénéficier de l'ensemble des avantages que propose Azure Database for PostgreSQL qui s'appuie sur l'édition Community de PostgreSQL. Azure Express Route évolue puisque l'équipe produit propose maintenant du rate limiting sur vos circuits Express Route direct. L'idée est ainsi d'appliquer une QoS pour limiter le débit du trafic en fonction de la bande passante configurée sur vos circuits. Sachez que cette nouvelle fonctionnalité peut s'appliquer à la création d'un nouveau circuit Express Route direct ou après la création de celui-ci. D'autre part, le rate limiting peut s'appliquer sur le débit entrant, mais aussi sur le débit sortant, et il fonctionne avec le peering privé, mais aussi avec le peering Microsoft. Du changement à prévoir côté API Management, et pas des moindres, puisque nous parlons ici de Breaking Change. À partir du 14 juin 2024, de nombreux changements seront apportés. Les workspaces ne seront plus disponibles que pour le niveau de service premium, ainsi terminé pour les niveaux développeurs et standards. Plusieurs affectations d'entités de workspace ne seront plus prises en charge, comme l'attribution d'API de workspace aux produits au niveau service, l'attribution d'API des workspaces aux tags de niveau de service, l'attribution de produits des workspaces à des tags de niveau de service, l'attribution de groupes de niveau de service aux produits des workspaces pour les contrôles de visibilité. Et ce n'est pas tout, puisque certains objets contextuels ne seront plus pris en charge dans les stratégies de workspace ou dans la stratégie des API au niveau de service comme context.api.workspace et context.product.workspace. Bref, si vous utilisez l'APIM d'Azure, soyez vigilants et vérifiez bien que ces changements prévus ne vont pas tout casser de votre côté. Une bonne nouvelle concernant App Service avec l'arrivée de la fonctionnalité mise à l'échelle automatique. L'idée est donc d'absorber le trafic entrant en augmentant ou diminuant le nombre d'instances nécessaires pour absorber le trafic. Sachez que cette nouvelle fonctionnalité est à la fois supportée pour les applications Windows, Linux, mais aussi les conteneurs Windows, et qu'elle est disponible pour les niveaux P1V2, P2V2, P3V2 et sur la quasi-totalité des Premium V3. Ne vous reste plus qu'à tester pour voir si c'est aussi performant que la mise à l'échelle basée sur les métriques. Écoutez, c'était tout pour les annonces en JA. Passons maintenant aux annonces en preview. La première concerne Azure Cosmos DB et cela concerne plus particulièrement l'API NoSQL qui offre la possibilité de changer la clé de partition d'un conteneur. Cela vous permet de créer une nouvelle clé de partition pour un conteneur et transférer les données de l'ancien vers le nouveau conteneur de manière transparente via le portail Azure en utilisant le processus de copie de conteneur hors ligne en quelques clics seulement.
Côté Azure SQL Database maintenant, où l'équipe produit propose de répliquer vos données directement dans Microsoft Fabric en quasi temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité permet d'éviter les processus d'ETL complexes. Il permet également d'obtenir plus rapidement des informations dans Fabric en débloquant de puissants scénarios de business intelligence, d'intelligence artificielle, d'ingénierie des données, de sciences des données et de partage des données dans Fabric. Bonne nouvelle pour nos portefeuilles car de nouvelles séries de VM sont disponibles à la réservation. Cela concerne les séries MV3, les séries NC supérieures à la version 3, les séries NV supérieures à la version 2 et enfin les séries LSV2. Ne reste plus qu'à vérifier dans Azure si vous possédez ces types de séries car cela pourrait être intéressant si vous n'avez évidemment pas décidé de décommissionner les applications qu'elles hébergent. Azure Backup évolue à son tour puisque vous pouvez dorénavant réaliser des sauvegardes cohérentes multidisques sans agent. Ces dernières vous permettent ainsi d'effectuer des sauvegardes de VM sans installer de logiciels supplémentaires, je pense notamment à l'agent VM, ou encore sans installer l'extension de snapshot au sein de votre VM. Sachez que l'utilisation d'une sauvegarde cohérente sans agent est aussi simple que de définir le type de cohérence dans la stratégie de sauvegarde de VM, alors pas d'inquiétude. Le service Azure Container Storage se pare de nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées lors de la KubeCon en Europe qui s'est déroulée à Paris la semaine dernière. L'option de stockage éphémère Temp SSD vous permet d'améliorer les performances pour des cas d'usage comme la mise en cache par exemple. La mise à jour de certaines commandes AZCLI vont vous permettre d'optimiser certaines ressources. Et enfin, vous allez pouvoir augmenter le stockage de sauvegarde qui de plus est à la demande pour répondre aux besoins de stockage de vos charges de travail, tout cela simplement et sans temps d'interruption. La dernière annonce en preview concerne le service statique Web Apps avec les fonctions distribuées. Alors l'idée des fonctions distribuées est de réduire la latence pour vos requêtes qui sont envoyées sur vos fonctions en back-end. Mais alors de quelle manière ? Eh bien tout simplement en déployant de nouvelles fonctions. Imaginons que vous ayez déployé votre static web app et votre fonction dans la région West Europe, mais que vous ayez pas mal de trafic sur la région NORAM. Eh bien tout simplement en déployant une copie de votre fonction dans une des régions NORAM, et évidemment ça se fait de manière automatique, le trafic sera envoyé vers cette nouvelle fonction, ce qui mécaniquement va réduire la latence entre votre utilisateur et votre fonction qui sera déployée au plus près de vos utilisateurs. Et voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.